On peut y aller. On peut y aller. Je vous pose la question. Allez, madame. Alors voilà, je voulais vous poser une petite question par rapport au Shabbat. Est-ce qu'on peut mettre un plat qui est un peu humide à réchauffer sur une grille Shabbat, sur la plata? Directement sur la plata? Non, sur une grille. Une grille. Alors, si la grille est suffisamment épaisse, il faut quand même 1 ou 2 centimètres. Il ne faut pas que ce soit que la plata. En général, on considère qu'il faut une hauteur du type une assiette creuse renversée, vous voyez, à peu près. D'accord. Il n'y a pas l'interdiction qu'on appelle de chazara. Chazara, mettre les khatrila quelque chose sur le feu. C'est équivalent en quelque sorte à mettre sur le couvercle d'une marmite. Mettre sur le couvercle d'une marmite, on peut mettre des gâteaux, on peut mettre une challah à réchauffer. Voilà. Non, maintenant, mais pas. Oui. Vous m'avez ajouté un détail, quelque chose qui est humide. Alors, vous avez parlé d'humidité. C'est ça votre question, hein? Exactement, humide ou même du poulet. Ouais. Il y a du jus de. Vous savez, souvent, là, il y a la gelée du poulet. Voilà. Alors, je vais vous dire, quand chez Chabad, il y a le Admor Zakan a une chita plutôt mahmira chez la que vous demandez. Il exige en quelque sorte que la chose que vous mettez là-bas soit vraiment sèche, vous voyez. Beaucoup de poskim, le Rabosner, d'autres disent que quand c'est à peine mouillé un petit peu, on peut mettre. Dans le Ksot, il rapporte que si c'est mouillé, moins que Tofeach al-Menat Latpia, une espèce de chiour qui a été donné. Qu'est-ce que ça veut dire ce chiour? Ça veut dire que c'est suffisamment mouillé que si vous touchez votre poulet en question, il va mouiller votre main et qu'avec l'humidité de la main, vous repassez sur la deuxième main et qu'on voit encore l'humidité. Ouais, donc c'est un guédert très fin. À partir de là, on considère, si c'est moins que ça, c'est comme s'il n'y avait rien. Il y en a qui permettent. D'autres sont médaillés du Admor Zaken que vraiment il faut soit complètement sec. Donc, en quelque sorte, c'est difficile de prendre position dans cette encore, je précise bien, c'est vraiment une chumra du Admor Zaken. Le Olam non Chabad a l'habitude d'être méquille dans ça. Lorsque c'est un peu mouillé, ils disent que c'est pas très grave parce que finalement, ça s'appelle Davar Yavesh, et même que tout Davar Yavesh a toujours un petit peu d'humidité propre, et qu'on peut mettre. Mais pour Admor Zaken, c'est bien d'être marqué, d'exiger que ce soit complètement sec, vous voyez. Un petit peu mouillé, comme je viens de dire, bon, Yeshma comme laquelle on peut permettre. Légèrement humide, tu pourrais le mettre soit comme là-dessus. C'est clair? Donc, d'accord. Ok, par exemple, des boulettes. Par exemple, des boulettes. Vous savez qu'il y a des boulettes qui sont sèches, hein, vous les mettez, il n'y a aucune humidité là-dedans. Il y en a d'autres qui sont vraiment, qui dégoûtent comme ça, il y a beaucoup d'humidité qui en sort. Donc, ça va beaucoup dépendre de la quantité d'avarlach, de liquide qui entoure votre ochel, vous voyez. Tout le problème, encore une fois, je répète, ce n'est pas du tout la boulette ni le poulet qui est problématique. Ce qui est problématique, c'est cette espèce d'humidité qui est autour. Alors, comme je vous dis, l'échelle des poskim, si on prend l'Admor Zaken vraiment qui est plutôt, il faudrait que Mahmir soit complètement sec. Et certains permettent quand c'est un tout petit peu mouillé comme ça. Voilà Donc, c'est au cas par cas, il faut voir, examiner chaque cas, combien c'est mouillé. Donc, on pourrait mettre un poulet à réchauffer comme ça? Avec la gelée? Je vous donne un cas qui va être d'accord, que tout le monde sera d'accord, du blanc de poulet, maison du blanc de poulet qui a été cuit et qui est sec, vous voyez, vous passez le doigt dessus, c'est à peine, bon, on sent quelque chose. Ça, on peut faire réchauffer du blanc de poulet sur votre grille en question, bien sur le couvercle d'une marmite. Voilà. Par contre, si vous avez un jus et tout, là, c'est vraiment problématique. Vous voyez. Encore une fois, je viens chez Chabad, hein, c'est pour moi du Admor Zaken. Voilà. Merci beaucoup, Rav. Je vous en prie. Voilà, écoutez, donc on va reprendre notre soirée Rev Tov à tout le monde. Hein. Bonsoir à tout le monde. On est dans le mois de Kislev, j'espère que tout le monde a assisté déjà à des Fabragan. Hein. C'est un Chodesh de joie, de Simcha, etc. Donc, on tâche de vivre dans la Simcha de Kislev après le mois un petit peu
on va dire, grisâtre de Cheshvan. On a passé déjà le 10, dimanche, on a passé le 10 Kislev, la libération du Admoram Tsaï, qui était le lendemain du 9, qui était sa naissance, et sa psira aussi. Bon. Donc, il faut se travailler sur la Simcha, et on approche de Dioutet Kislev, et on approche ensuite de Hanouka. Donc, voilà. La Simcha, maintenant, mitzvat ayom besimcha, bezat Hashem. Voilà. Et une Simcha, là, des livrets Torah. Donc, on va dire des livrets Torah, on va prendre des halachot, et puis on va prendre donc du chizouk pour être Oved Hashem, comme il faut, et surtout besimcha. Juste un petit mot, 2 minutes là, pour rappeler un mot de la paracha. Comme on a l'habitude, on commence avec quelques mots de chizouk. Il est marqué sur Yaakov Avinu, il est marqué Shimcha Yaakov lo yikare, Shimcha Yaakov, on ne va plus t'appeler maintenant Yaakov, Ki im Israël yehi Shimcha, Shmecha. Ton nom va changer, c'est Yaakov, mais il était Yaakov, maintenant ça va devenir Israël. Et quelque chose de curieux dans cette deuxième dénomination de Yaakov Avinu, c'est que les Chamim disent dans la Maseret Brachot que pour Abraham, qui s'appelait Avram sans ré, et qu'on appelle après Avraham avec un ré, Kol Akore Avraham, tout celui qui appelle Avraham Avinu sans le ré, au verbe là, vous béassez, il transgresse les interdits. Ça veut dire une fois qu'il a changé de nom, le premier nom a disparu. Par contre, pour Yaakov, on voit d'autres endroits dans la Torah, après qu'il a été nommé Israël, le pasuk dit, la Gemara demande la question, la Gemara dans Brachot, elle demande la question, pourquoi pour Abraham c'est interdit de prononcer son premier nom, alors que pour Yaakov c'est deux. Tout simplement, la Gemara elle répond, Shane atam de Hadra Hadrikra, parce que le pasuk a réappelé, a renommé Yaakov, dirtiv, comme c'est marqué, Veomer Elohim, les Israël, be Marot Alayla, Hashem a dit à Israël dans des visions nocturnes, et qu'est-ce qu'il lui a dit? Veomer Yaakov, Yaakov. Donc on voit qu'Hachem lui-même appelle Yaakov par son premier prénom, à savoir Yaakov, alors qu'il a nommé une deuxième fois par le nom de Israël. Bon, Kolzé, Omer Darcheni, tout ça, ça nous interpelle, nous dit pourquoi Abraham, le premier nom a disparu, pourquoi Yaakov, le premier nom, il reste encore, c'est Yaakov, c'est Israël. On est des bénis Israël, mais on est aussi des enfants de Yaakov. Quand on parle des Avot, on dit Abraham, Israël, Yaakov, Yaakov est toujours resté. Pourquoi? On va prendre la vision chassidique des choses. La vision chassidique des choses, c'est que Yaakov et Israël symbolisent deux manières de servir Hachem. On peut servir Hachem à la manière de Yaakov, on peut servir Hachem à la manière de Israël. La manière dont Yaakov Avinu a abordé le monde, Yaakov Avinu a dû lutter contre la vanne, il s'investissait dans le monde, il a fait les fameux troupeaux, chez Lavan, il a beaucoup travaillé, il a travaillé nuit et jour, comme il l'a dit lui-même. Donc, il a fait ce qu'on appelle Dirabat Arshonim, il a travaillé dans le monde. Mais travailler dans le monde, il faut parfois employer des moyens bémirma, un peu des ruses. On va expliquer ce que ça veut dire des ruses dans la Avodat Hashem. Dans les faits, ça s'est manifesté par le fait qu'il a subtilisé les brachot de son frère en se déguisant, en prenant la peau de Nimrod, qui était vraiment Mored d'Hachem, qui se rebellait contre Hachem. Donc on voit des attitudes qui, avec nos yeux, peuvent paraître pas tout à fait droits. C'est une manière rusée d'obtenir des bénédictions. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que lorsque il a acquis ce deuxième prénom, à savoir Israël, c'est la suite de sa lutte avec l'ange. Tout le monde connaît, à partir de là, le nerf sciatique a été interdit, il a été frappé sur la hanche, etc. Tout le monde le sait. C'est là qu'il a été appelé Israël. Et cette lutte-là nous explique le Chazal, c'était la lutte de Yaakov avec le Saro chez les Esav, avec l'ange spirituel du Esav. Chaque peuple a une neshama, un roi, quelque chose de spirituel qui les dirige dans le ciel.
Comme chacun le sait, même chaque nation de nos jours, elle a son symbole, le coq ou l'aigle, etc., qui représente quelque chose. Sarosh el-Esav, il a vaincu, il a gagné. Mais il s'en est sorti blessé. Cet avoda a fait qu'après, il s'est dressé, il a obligé l'ange à le bénir. Il a montré une srara, il a montré une malchoute, il a montré une royauté. Pas de la ruse, direct, on combat, on gagne. Ça, c'est l'avoda d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre avoda à nous? En quoi ça nous concerne, toutes ces choses-là? Ces belles idées. Ces idées nous concernent. Maase avot siman abanim. Ce qu'on fait, nos avot, là, de nos jours, c'est d'actualité. Il faut plonger dans notre culture à nous. Qu'est-ce que nous apporte Abraham? Qu'est-ce que nous apporte Israël? Qu'est-ce que nous apporte Yaakov? Abraham Moavi, c'est l'amour. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Pachad Yitzhak, c'est la crainte. C'est rechercher en soi, au tréfonds de nous-mêmes, les forces qui sont en nous. Yaakov, c'est la symbiose des deux, c'est Tiferet, c'est l'harmonie, c'est les deux. Cette harmonie se manifeste par deux manières de servir Dieu. La manière Bemirma, avec ruse. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre quotidien? Dans notre quotidien, avec ruse, ça veut dire qu'un juif a le même comportement extérieur qu'un non-juif. Il va travailler, il mange, il dort, il s'habille. Il vit comme tout le monde. En quoi il y a une mirma, en quoi il y a une ruse là-dedans? La ruse, c'est que Kol ma'asecha Eshem Shamayim. Je dors, je mange, j'ai une parnassa, mais tout ça, c'est Kodesh. C'est Kodesh parce que je ruse en faisant semblant d'avoir les mêmes ma'asim que l'autre, mais les miens sont complètement différents. Ma ruse, c'est que je mange pour être en bonne santé. Je suis en bonne santé pour étudier la Torah, pour bien prier, pour m'occuper de mon prochain. Ça, c'est la ruse. On est obligé de ruser pour être Oved Hashem. On n'est pas Oved Hashem, on va dire franchement. La Avodat Hashem franche, directe, c'est quand on étudie, c'est quand on prie, c'est quand on fait des mitzvot. Ça, c'est droit, c'est clair. On sait ce qu'on fait, on sert Dieu. Les deux avodot en question nous sont demandés à nous. D'abord, 10 jours de semaine. Encore une fois, je répète, on mange, on dort, on travaille, on est comme les nations, mais avec un but sain. Sachant, comme dit la Kabbalah, que nous faisons des avodat anitotot, chaque nourriture que j'avale, je suis mévarer l'étincelle qu'il y a dedans, ce qui veut dire tout simplement que cette nourriture en question, elle arrive à son tachlit, ça veut dire l'étincelle. Ça veut dire qu'elle arrive à son tachlit. Elle a été créée dans ce monde pour qu'un juif l'avale et s'en sert pour servir Dieu. C'est pleine conscience, puis tu rudes tout ça. Mais quelqu'un qui me photographie voit une photographie d'un monsieur en train de manger, en train de dormir, en train de gagner sa parnassa avec difficulté. C'est ça la ruse. Mais nous sommes rusés et nous proclamons que ce que nous faisons, on le fait qu'est la chariad. On le fait. Yadayim, Yadayim, c'est la main qui est dedans, mais la tête, le cœur, la conscience et l'idée vers Dieu. Ça, c'est la voda du Chol. Puis la voda de Shabbat. La voda de Shabbat, non. La nourriture, on ne la mange pas pour manger, pour se nourrir, etc. On la mange parce que c'est une mitzvah. Ça devient une mitzvah, on a un commandement. Et karata la Shabbat, oneg. Le fait de manger, le fait de dormir Shabbat, en soi, c'est une mitzvah. Il n'y a pas de ruse. Qu'est-ce que je fais? Je sanctifie la matière, directement. Ce n'est pas seulement ma kavana qui le fait. Même quelqu'un qui mangerait sans cette kavana, de toute façon, la achilal, la shtia, la shena, boire, manger, dormir Shabbat, c'est kulo kodesh. Ça, c'est la avoda de Israël. Droit, comme un roi, pas besoin de se justifier, pas besoin de se cacher, pas besoin de ruser, bermia, fait directement. Ce sont les deux choses qu'on nous demande. Donc, c'est un grand enseignement pour nous. Dieu l'a appelé Yaakov, après l'avoir nommé Israël. Ça veut dire qu'il a fait prince, il a fait quelqu'un qui sert Dieu directement, qui étudie tout le temps, qui prie tout le temps, mais en sachant qu'il y a une partie de sa vie
où il va ressembler extérieurement aux nations. Mais comme je dis, c'est extérieur. Yaakov, c'est seulement extérieur. Mais le fond, c'est la marshava, kol ma'asecha yeshul shem shamayim. Voilà donc les deux grandes avodot, beaucoup de marmarim, beaucoup de sichot, sur lesquels le rabbi revient sur ce concept-là, que les deux avodot de Yaakov et d'Israël nous concernent. On a l'impression que celui de Israël, c'est pour les tzadikim, et celui de Yaakov, c'est pour les bénonim, on va dire. Mais ce n'est pas vrai, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde, on a les deux avodot. On a l'avoda Kul al Hashem, on a vaincu l'ange des sables. Nous sommes Kul Kodesh dans tout ce que nous faisons. Et l'autre avoda, où il semblerait qu'on ne soit pas Kul Kodesh. On travaille, on dort, on mange, etc. On se comporte comme tout le monde. Mais non, un juif, c'est différent. Tous ses comportements sont différents. Sa manière de manger est différente, sa manière de dormir est différente. Ça, c'est service divin, c'est servir Dieu. C'est de très beaux mots que la Chassidut nous dit, qu'on nous a répété, que bon, il faut vivre avec, avoir cette conscience, avoir cette préscience, avoir cette, je veux dire, même cette gava, ce Géon Yaakov. C'est le mot connu de ce Géon Yaakov, savoir qu'un juif, il doit, et puis il peut, et puisqu'il peut, il doit. Il doit être Kudo Kodesh. Et Kudo Kodesh, ça peut être une personne qui est dans le bus, en train d'avoir un livre dans la main, et à la table à midi, au moment du repas, il mange comme tout le monde, et fait parfois même sa petite sieste comme tout le monde, mais tout ça, c'est Kudo Kodesh. Ça, c'est un yid, c'est un juif qui mange, qui dort, qui se repose. Voilà, c'est quelques mots de Chizouk. Et maintenant, nous allons revenir au halachot hebdomadaire. Je vais revenir un petit peu sur au cours de la semaine dernière, parce que c'est bon, là, m'a apporté beaucoup de questions. J'ai eu beaucoup de questions cette semaine sur le Roth. On va revenir là-dessus. Et si on a le temps, on va reprendre notre cycle de halachot Shabbat. Et donc, on va reprendre maintenant. On a fini Zoré, si vous vous rappelez. Zoré, c'est vanner pour jeter au vent le mélange de la paille et le grain. Et ensuite, on arrive, une fois qu'on a les grains qui sont par terre mélangés avec des pierres, avec des petits morceaux de bois, eh bien, on enlève ces pierres, on enlève ces morceaux de bois, on arrive donc à borer, on trie. Après le tri, on va moudre le grain. Après avoir moudre les grains, on va les pétrir. Tout ça, c'est des melachot. Une fois que c'est pétri, eh bien, on a une pâte, on la cuit. Et là, on va arriver à Bichoul, et on va aborder donc la question que Madame m'a posée tout à l'heure. On est souvent confronté, c'est peut-être avec Borer et Bichoul, c'est les nachot les plus shechichot, les plus fréquentes, donc on passera du temps là-dessus. Donc voilà, nous revenons sur Elchot Yichud, donc les lois, les interdictions d'isolement. Et je vais vous rappeler brièvement les grands principes que nous avons dégagés la semaine dernière. Et avant les principes, je vais vous rappeler surtout quels sont les cas fréquents où on est confronté au problème de Yichud. D'abord les cas fréquents, que ça soit d'actualité, qu'on soit attrapé par cet interdit, c'est évident. Je vous dis, beaucoup de questions sont posées. Les gens disent très souvent, je suis chez une cliente, je passe une heure chez la cliente, comment je fais, la porte ouverte, il n'y a personne, etc. Donc, quels sont les cas fréquents chez le médecin? Fréquents qu'on soit en situation d'Yichud. Lorsqu'un ouvrier travaille dans un autre domicile, la maman reste à la maison, puis après elle travaille, et il y a un enfant, une fille de 5, 6, 7, 8, 10 ans à la maison. Donc, un étranger qui fait un job à la maison. Lorsque un khatan rencontre sa kala, il arrive parfois qu'il soit seul, que le khatan raccompagne la kala un peu tard, peut-être la nuit, pour la voiture, la chez elle, on peut être en situation d'Yichud. Un autre cas aussi fréquent, c'est la famille. Les cousins entre eux. Très souvent, les cousins ils se trouvent dans la même maison. Ici, chez nous, j'arrive en France, on a très souvent de la famille qui vient d'Eretz Israël, qui vient du Canada, qui vient d'Amérique. Et puis, il y a le tonton qui vient, il y a le cousin qui vient. Il peut arriver que ce cousin, ce tonton, se trouve avec la maman, avec sa cousine, tout seul à la maison. C'est difficile de faire toujours attention qu'il y ait les conditions qui contournent le Yichud. Voilà donc en gros les 4 cas fréquents qui arrivent dans le Yichud. Maintenant, je reviens encore une fois rapidement, sur le nombre de personnes
à partir duquel il y a yichud. Ensuite, on va parler des âges. Et ensuite, on va arriver aux solutions. Aux solutions pour contourner, éviter le problème de yichud. Alors, le nombre de personnes. Le jour, 2 femmes déjà. Bien sûr, on nomme une femme. Un homme et une femme suffit. Un homme avec 2 femmes, c'est aussi interdit. Un homme et 2 femmes, c'est interdit. Donc, si vous vous trouvez un jour dans une maison avec ou bien dans un bureau avec 2 femmes, c'est interdit. L'inverse n'est pas vérifié. Lorsqu'il y a 2 hommes avec une femme, on considère que chacun n'osera pas parce que la chose sera suivie par le 2e homme. Donc, si on veut éviter le jour le problème de yichud, on peut s'arranger pour être toujours avec quelqu'un d'autre. On va dire un médecin qui irait avec un collègue ou avec un enfant, voire une patiente. Bon, bien sûr, c'est difficile, mais imaginons. C'est permis. Donc, 2 hommes avec une femme, c'est permis. Pour le nombre, je dis un homme avec 2 femmes, c'est interdit. Avec 3 femmes, c'est une discussion. Pour le Mechaber, c'est interdit. Pour le Rama, et nous, chez Chabad, on fait comme le Rama. Dès qu'il y a 3 femmes, on peut permettre. Il faut éviter, mais on peut permettre. Donc, un homme et 3 femmes, ça marche. Prenons un cas concret. Papa, maman reviennent d'un mariage. Le papa va raccompagner les babysitters. Il y a 3 babysitters. On va les raccompagner chez elles le soir, la nuit. Tant qu'elles sont 3, ça marche. S'il y en a 2 ou 1, c'est interdit. Bien sûr, dans les conditions d'interdiction, à savoir qu'il va rester un quart d'heure dans la nuit, dans des endroits déserts. Si maintenant il est sur les Champs-Élysées, bon, il n'y aura pas yichud. Mais je vous parle de choses très concrètes. Par chez nous, hier à Brunois, il y a des endroits où on peut marcher 1 heure, il n'y a personne. Il y a une forêt à côté. Donc, si le mari accompagne une ou 2 babysitters chez elle, interdit. Vous voyez, il faut bien prendre conscience on est des fois dans des situations c'est traquenard. Parfois, on ne sait pas trop comment on résout le problème. Donc voilà, ça c'est la solution. La nuit, il faut ajouter une personne pour que ce soit permis. J'ai dit 2 hommes et une femme. 2 hommes et une femme, j'ai dit c'est permis. La nuit, c'est interdit, parce qu'ils dorment. Nous considérons que s'il y a 3 hommes, même que tout le monde dort, la probabilité qu'un des 3 se réveille en la nuit est assez importante, sensible, donc c'est permis. En ajoutant la nuit. Voilà. Maintenant, les hétérim. Les hétérim, c'est d'abord un chômeur. Un chômeur. Une femme va recevoir le réparateur de sa machine à laver. Si à la maison, on va dire un petit garçon à partir de 5-6 ans, le jour, ça sauve du yichud. La nuit, par contre, il y a une femme qui est amenée à être en yichud dans une maison. Papa et maman ne sont pas là, il y a une cousine, une tante, etc. qui sont à la maison, en yichud avec un cousin, on va dire. S'il y a 2 enfants, la nuit, le jour, un enfant suffit. La nuit, il faut 2 enfants. Donc, si la tante se retrouve avec mon neveu dans une maison, ou un oncle avec sa nièce, imaginons toutes les situations possibles, ou bien la fille de la maison invite une copine du séminaire à dormir à la maison et le frère se trouve à la maison. C'est à vous d'imaginer toutes les situations, il y en a, croyez-moi, il y en a. Si dans cette maison, il y a 2 enfants, à partir de 5 ans, 4-5 ans, si on dégourdit, 5 ans, s'il y en a 2, la nuit, ça marche. S'il n'y en a qu'un seul la nuit, ça ne marche pas, parce qu'on dort, l'enfant va dormir. S'il y en a 2, bon, il y a toujours une bonne probabilité qu'il se réveille, donc les chachamim me permettent. Voilà donc le premier éther. Premier éther, je disais, c'est un chômeur. Deuxième éther, c'est quand une femme s'isole dans un endroit dans lequel le mari se trouve dans la même ville que l'endroit d'isolement de la femme. Ça veut dire, la femme va chez son médecin, chez son gynécologue. J'ai déjà dit qu'il faut tout faire pour avoir un gynécologue femme, féminin.
Il se trouve qu'il n'y en a pas. Elle a un gynécologue. Si elle est auscultée dans une ville et que dans cette ville, le mari réside au moment du Yiroud, je vais prendre un exemple dans nos régions à nous. Personnellement, je travaille ailleurs, au collège, je suis ailleurs. Eh bien, mon épouse pourrait s'isoler avec son médecin si le cabinet se trouve ailleurs, dans la même ville. À Petah Tikva, pareil. La femme est en situation d'isolement, de yichoud, parce qu'il y a un travailleur qui travaille à la maison. Si le mari se trouve à Petah Tikva pendant le moment du yichoud, ça marche. Ça s'appelle Ba'ala Baya. Son mari est en ville. Et j'ai dit la semaine dernière que Ishto Ba'ir, ça ne marche pas. Un homme ne peut pas s'isoler avec une femme sous prétexte que sa femme se trouve dans la même ville. Ça ne marche pas. C'est une femme qui peut s'isoler avec un étranger si son mari se trouve en ville. Mais l'inverse, non. Ça, c'est le deuxième état. Ça s'appelle Ba'ala Ba'ir. Troisième état, je vais donner le terme générique. Le terme générique, c'est Petar Patoir Reshut Arabim. Quand la porte est ouverte dans la rue. Mais en fait, il y a quelque chose de plus général, plus profond derrière. Ça veut dire il y a une possibilité qu'on soit vu, observé de l'extérieur. Alors même si la porte est fermée, mais qu'on soit dans une pièce où il y a des baies vitrées, on est vu de l'extérieur, il y a des immeubles en face, on est vu, on peut être vu, ça marche aussi. Ça peut sauver pas mal de situations quand on est dans un endroit où même les fenêtres fermées, bien sûr, pas les rideaux et pas les persiennes fermées, mais les vitres sont fermées, on est vu de l'extérieur, ça marche. Et un élargissement de ce éther, de cette permission, c'est une porte fermée mais non verrouillée, mais que l'on sait qu'une personne peut venir à tout moment. Pour ça, je vais illustrer cette halakha avec une halakha concrète qui m'a été soumise et qu'on a résolu comme ça. Il y avait un monsieur qui quittait sa maison très tôt le matin, quittait sa maison à 6 heures, il allait étudier, etc. Bon. Donc sa femme se trouve en yichoud avec un neveu qu'ils avaient accueilli chez eux. Le mari venait à 9 heures, donc de 6 à 9. Bien à 9 heures, le bachour, le jeune, enfin, il allait à l'Eshiva, quoi. Il vaquait à ses occupations, mais de 6 à 9, il est en yichoud avec la dame. 6 à 9, il n'y a personne qui vient à la maison. Donc c'est un vrai problème. Alors on a tâché de résoudre le problème de la manière suivante. Le monsieur, il a demandé à un bachour yeshiva, moyennant une petite finance bien sûr, il a demandé, voilà, je te donne les clés de ma maison et je te demande de temps en temps, de 6 à 9, tu rentres chez moi sans frapper, tu ouvres la porte, tu vas au réfrigérateur manger un yaourt, voilà, tu t'assures que tout va bien et tu rentres. Ça veut dire qu'il a créé une situation artificielle mais vraie dans laquelle une personne pouvait à tout moment venir de manière impromptue et donc ça a sauvé du héros. Voilà, quelquefois, les solutions que l'on trouve pour ça. Voilà. Encore une fois, j'ai mis quelques minutes pour vous rappeler l'ensemble des Issourim et des Hétérim. Maintenant, voilà, je vais écouter vos questions et si vous avez tout est résolu, eh bien, on passe à autre chose. On passe à Borer. Allez-y, j'écoute vos questions. Alors, je vais vous poser, si je peux me permettre. Oui. Par exemple, vous avez un cousin, votre mari n'est pas là, il est à la maison, vous avez vos enfants. Est-ce que il reste à la maison, il reste dormir à la maison dans une autre chambre? Est-ce que c'est problématique ou pas si les enfants sont petits? Alors, j'ai dit tout à l'heure, donc le éther la permission la plus fréquente, c'est le jour un enfant, la nuit 2. Maintenant, vous demandez combien petit. Si vous avez un enfant de 2-3 ans, ils ne parlent pas ou très peu, ils ne vont pas répéter. C'est à partir de l'âge où il y a possibilité qu'ils répètent, qu'ils racontent les choses, ils peuvent voir des choses curieuses, ils vont en parler. On considère qu'à peu près c'est 5-6 ans. J'ai même entendu que si vous avez un enfant un peu mémoulard, un peu réveillé, réveillé qui a 4 ans, il y a des enfants, il y a des enfants, c'est des filles en particulier, ça parle tout le temps, elles voient n'importe quoi, elles racontent. Donc on peut même descendre plus bas si l'enfant il est dégourdi, il parle. Voilà. Mais en tout cas, à partir de 5 ans, on peut considérer que ça sauve du héros. D'accord, merci beaucoup.
Oui, Rav, bonsoir. Bonsoir. En- Dans une situation de Yichoud, on est dans une situation de Yichoud, est-ce en laissant la porte ouverte, ouverte, pas complètement ouverte, mais de façon à ce que n'importe qui peut rentrer, est-ce que c'est suffisant? Alors, la réponse est que je suis même allé plus loin tout à l'heure. J'ai dit, même si la porte n'est pas ouverte, mais qu'elle n'est pas verrouillée, pas fermée à clé, et qu'une Oui, personne peut venir, ça sauve du Yichoud. Mais je dis un mais. oui, Vous mais comprenez que ce n'est pas une réponse générale, parce que vous savez très très bien que dans votre maison, il y a certaines heures où c'est impossible que personne ne vienne. Vous voyez ce que je veux dire? Ça dépend des maisons. Bon, je ne vous cache pas que dans ma maison, c'est la maison du Rave, bon, on est toujours oh, ben sollicité. d'accord. Oui, Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, il y a des oui, maisons comme ça, vous savez très bien. Donc la femme, elle peut rester toute une journée à la maison, bon, en tout cas la matinée, elle n'a jamais été dérangée. Et même si quelqu'un frappe à la porte, encore une fois, ça dépend de beaucoup de choses, mais si une personne de l'étranger vient, qui va vous livrer quelque chose, voilà, vous avez le facteur qui vient vous livrer un petit colis, il va frapper, mais il ne va pas entrer chez vous s'il n'entend pas entrer. Dans ce cas-là, ça sera interdit. Vous voyez. oui, Donc, la porte ouverte ne sert que si c'est quelque chose que, dans les faits, il y a une possibilité, même un peu lointaine, je dis bien, qu'une personne puisse venir. Mais s'il n'y a pas du tout cette possibilité, vous savez que de 2 à 4 ou 5 l'après-midi, jamais personne ne vient, et même des personnes qui viendraient ne pourraient pas rentrer sans, ils n'ont pas la clé, ou bien des gens polis qui. Très bien, hein, il y a des maisons, on peut taper un quart d'heure, 20 minutes, tant que personne ne répond, on ne rentre pas, c'est très bien. Dans ce cas-là, il y a Yahoo. oui. Alors je n'ai pas bien saisi. Alors, si la porte est ouverte, n'importe qui peut rentrer. Bon, Non, même si effectivement, on non, est dans la. je suis pas, non, je suis pas d'accord avec vous. Je suis pas Non, d'accord. La porte ouverte sert parce qu'on est vu de l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? La porte ouverte oui, n'est pas un signe que personne ne peut rentrer. Moi, ma porte peut rester ouverte, je laisse 20-30 cm, 30 cm ouverte. Un étranger, le facteur, il ne rentrera pas chez moi. oui, Attends, s'il peut voir de l'extérieur, oui, ça sauve du Yiroud. Il voit ce qui se passe à l'intérieur. Mais on ne va pas dire passer un peu ouvert, il va rentrer. C'est pas vrai. Vous voyez? oui. Donc, il ne faut pas confondre, mélanger les terribles. Mhm. Il y a deux choses. Il y a ouvert et donc possibilité d'être vu de l'extérieur. Et ça sauve la situation, comme les baies vitrées, comme tout ce que vous voulez. C'est une chose, c'est Mhm. visible de l'extérieur. Il y a un autre éther qui s'appelle des gens qui ont le réchoute de rentrer chez moi, qui ont ou bien la clé, ou bien que, bon, sa famille qui tape, la maman, la belle-mère, elle dit, elle tape, elle rentre, vous voyez, elle n'attend pas un quart d'heure pour rentrer. Ça aussi, ça marche. Si la porte est fermée mais non verrouillée et qu'il y a une possibilité que des gens viennent. Mais j'insiste encore, ça c'est encore, faut-il que ce soit vrai qu'il y a des gens qui peuvent venir. Je connais des Mhm. maisons, les gens vous disent, personne ne vient me voir ta chambre, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Oui, Voilà, donc encore une fois, je n'ai pas une réponse absolue, c'est vraiment au cas par cas. C'est à vous de savoir la fréquentation de votre maison, combien de personnes peuvent venir, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent rentrer, comme je vous dis, quelqu'un de la famille qui te permettrait de t'appeler de rentrer. Oui, ça sauve, sinon non. bon, merci. Merci bien. Non. Allez-y. Encore des questions? Oui, j'ai une question. Bonsoir, Rav. Oui, oui, je vous écoute. Un cas vécu cette semaine, Mamache. Mais Si je vous jamais, assure, après le cours, j'ai eu une tripotée de questions cette semaine. C'est bien jamais, c'est Shashgacha. Quand ouais, on dit quelque chose, les questions, ils viennent. C'est comme ça que ça marche. Je vous écoute. ouais. Alors, si jamais, je suis enfin voilà, je vous dis, je me suis retrouvé dans un appartement où j'étais persuadé qu'il y avait du monde, enfin au moins bref, c'était en soirée. J'étais dans un appartement, j'étais persuadé que j'étais pas en situation de Yichoud, et j'ai vu qu'il y avait une babysit qui était donc une fille, voilà, jeune, bref, voilà, qui avait 20 ans à peu près. Si jamais, et en fait après, j'étais persuadé qu'il y avait du monde et qu'on n'était pas tout seul. Et en fait, en partant, elle me dit non, mais en fait, il y avait que nous deux dans l'appartement. Alors, du coup, ça veut dire au moment de partir. Donc, en fait, ça veut dire a posteriori, j'ai compris qu'on était en situation de Yichoud. Et du coup, ça m'amène à vous poser deux questions. Déjà, la première, c'est est-ce qu'il y a une mitzvah d'aller vérifier par soi-même, quand on pense qu'il y a du monde, d'aller vérifier qu'il y a bien du monde, d'aller faire le tour de la maison et de dire oui, d'accord, ok, il y a bien du monde.
Et la deuxième chose, c'est est-ce que si jamais quelqu'un est persuadé qu'il ne va pas se retrouver en situation de Yihoud, mais que nous, on sait qu'en fait, il peut se retrouver en situation de Yihoud, est-ce qu'il y a une mitzvah d'aller avertir la personne ou est-ce qu'au contraire, s'il se dit, lui, qu'il n'est pas en situation de Yihoud, ben, on n'a qu'à le laisser et en fait, voilà, il sera… Ben voilà, est-ce que le Yihoud, ça veut dire Mamash, il faut qu'il y ait des gens ou si l'homme, il est convaincu qu'il n'est pas en situation de Yihoud, il va peut-être du coup pas se permettre de faire n'importe quoi et du coup, ça fait qu'il n'est pas vraiment en situation de Yihoud, même si Tachles, il l'est, quoi. Ouais, je ne sais pas si la question est claire. Je vais vous répondre, vous allez me dire si j'ai bien compris votre question. Je vais répondre à la deuxième. La deuxième, déjà, le cours de ce soir vous prouve que je suis là en train de dire, messieurs, attention, il y a Yihoud. Ça veut dire que si je sais que des personnes sont en situation de Yihoud, je leur dis attention. Et quand tu as une fille, tu devais être une de mes élèves ou de mes enfants qui vont chez le médecin, je lui dis est-ce que tu as résolu le problème de Yihoud? Donc c'est sûr qu'il faut, faut prévenir les gens, ça c'est une évidence. Et si maintenant une personne va s'isoler, je sais pas, va demander un job et tout, et on sait que le patron se trouve tout seul avec la personne qui va engager et que attention, comme on connaît la crotte, à savoir qu'il s'enferme dans son bureau et que personne ne peut rentrer dans le bureau une fois qu'il s'enferme. Je dis pas, je parle d'un monsieur tout à fait innocent, hein, j'entends bien, un monsieur qui fait du recrutement, il n'est pas du tout on va dire qu'il n'est pas du tout dans les mauvaises choses. Bon, mais on sait que la jeune fille va se trouver en situation de Yihoud avec monsieur, il faut lui dire, attention, il faut demander au monsieur, ou il faut demander au médecin de laisser la porte un petit peu ouverte, etc. Si gentiment, etc. C'est problématique. Il ne faut pas hésiter à le dire. Maintenant, Bédiavad, si on se trouve dans… Alors ça, c'est une des sous-questions que vous avez demandé. Si quelqu'un s'est trouvé par inadvertance, ça veut dire qu'il a pris ses précautions. Il sait qu'en général, il y a du monde. Et il s'est trouvé être le dernier client chez le médecin. Ça n'est jamais arrivé. Une fois, ça lui est arrivé. Et il s'en est rendu compte qu'après, quoi, votre secrétaire est parti. On était sûr, oui, elle est partie plus tôt. Elle m'avait prévenu aujourd'hui. Bon, ben, si je veux vous dire, elle a fait une avéra Shogeg. Bon, sa punition, si j'ose dire, c'est de lui imposer de faire Khazara sur toutes les grottes. Voilà, c'est ce que je dis aux gens en général. Donnez une petite zedaka et puis faites Khazara sur le Khot. Voilà ce que j'en dis en général, mais c'est sûr qu'il faut prévenir. Voilà. Maintenant, dans votre question, vous êtes retrouvé dans un endroit où normalement vous pensiez qu'il n'y avait pas Yihoud, il y avait du monde extrait. Si vous, au moment où je ne parle pas à la fin quand vous avez fini, mais si vous vous rendez compte, à un moment, vous dites à la jeune fille, tout le monde est parti aujourd'hui, vous dites, ah oui, il n'y a plus personne. Bon, alors là, il faut vous arranger pour ouvrir la porte et rester à côté de la porte ou à côté d'une fenêtre, ou alors lui dire, mademoiselle, je ne peux pas rester avec vous, j'ai un problème d'isolement. Sachant que dans votre cas, si vous pensiez qu'il y avait du monde là-bas, donc je suppose, hein, je ne sais pas, hein, je brode, je suppose que c'est un endroit qui est plus ou moins public, donc il y a peut-être une possibilité, même un peu lointaine, que des gens viennent. Dans ce cas-là, vous êtes sauvé par le concept de pétarpatoire, une possibilité d'être dérangé. Mais ça, je suis méchaer en gros, quoi. Il faut voir, c'est au cas par cas, encore une fois. Voilà, j'ai répondu à votre question. Oui, non, c'est clair. Et je retiens surtout que du coup, voilà, le Yihoud, c'est pas juste un état d'esprit. Ça veut dire, on regarde la situation telle qu'elle est, mamage. Voilà, est-ce que c'est, il y a un garçon et une fille, et on va pas se dire, est-ce que le garçon, il pense qu'il y a du monde, alors ça peut le sauver, même s'il y a personne en réalité qui passe. On regarde Tachles, c'est quoi la situation dans laquelle ils sont. Il faut prendre sa précaution. C'est comme tout. Hein, ouais. Vous n'allez pas manger quelque chose sans vérifier la cache-route. Hein, c'est pareil. Bon, maintenant, on peut imaginer qu'on ait dit quelqu'un est dans un job ou dans un immeuble où pratiquement tout le temps du monde. Je peux imaginer qu'on ne fasse pas attention. Parce que, bon, il y a toujours du monde. C'est vrai, dans une école, il y a pratiquement toujours du monde. Hein, tout le monde rentre, tout le monde tape, il y a des fenêtres, à Betrivka, on est vu de partout. On ne peut pas imaginer. Mais il peut arriver une fois qu'on soit tout seul dans une salle et les volets sont fermés. Donc, il faut faire très attention. Voilà. Allez-y, autre question. Autre question. Je vais vous dire, cette semaine, j'ai une là, précisément à la suite des cours là, que je dispense, là, le Shabbat, là, j'ai remis la Keïla dans l'Ihoud. Une personne qui m'a dit, voilà, effectivement, cette semaine, je faisais business et j'ai échangé quelque chose avec une dame. Et il m'a dit, effectivement,
tant que vous me parlez de Yihoud et d'un homme avec deux femmes, il y avait une femme, une jeune femme là, qui avait 18 ans, 20 ans, avec l'autre qui était plus âgé, avec lequel j'ai fait ce business, un échange. Donc il a compris que personne ne pouvait venir. Non, en principe, non, ça y est. Elle reçoit de temps en temps des gens, ce rendez-vous, donc non. Après, le monsieur m'a dit, est-ce que ça change? Donc un homme avec deux femmes, on l'a dit à Sceaux. Est-ce que ça change le fait que la deuxième, la jeune fille, 18-20 ans, c'était la fille de la première? Ouais. Alors là, je lui dis c'est différent, effectivement. Écoutez, une info intéressante. Pour ça que je dis dans Yihoud, n'hésitez jamais à téléphoner. Hein. Quand je donne un cours sur Yihoud, j'ai plus de questions après que pendant le cours. Ça réveille beaucoup de questions. On dit la chose suivante, que le Yihoud d'un homme avec deux femmes, c'est interdit. Sans vouloir entrer trop dans les... C'est toujours un peu trivial, un peu délicat d'expliquer les sfarotes, enfin la logique qu'il y a dedans. L'idée, en quelque sorte, c'est que l'homme peut faire une avéra et la deuxième, avec une, et la deuxième, elle va cacher la chose, elle ne va pas répéter. En gros, c'est ça l'idée. Cependant, c'est une mère et sa fille, nos sages disent la chose suivante, très très belle Sarah. Il dit qu'une maman est makpida sur le genou de sa fille, sur les avérotes de sa fille, et une fille est makpida sur le genou de sa mère. Une fille est choquée que sa mère est avec un premier venu, et qu'à plus forte raison, une mère qui voit sa fille. Donc c'est intéressant de voir qu'on pourrait s'isoler, un homme pourrait s'isoler avec deux femmes, si ces deux femmes sont maman et sa fille. Voilà, vous voyez, donc il y a des exceptions aux règles que je donne. C'est pour ça que je dis, n'hésitez pas à demander, parce qu'on ne peut pas tout faire. Hein. Il y a des soirées sur Yihoud, des gros livres sur Yihoud, avec des cas très très fins. Et voilà, donc un cas d'exception, parce que c'est la mère et la fille. Hein. Chacun est makpid sur... Et ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que ça fait donc en quelque sorte deux chomrim, puisque eux, hein, entre elles, elles se s'entregardent. Donc, s'il y a une autre personne, une troisième femme qui n'est pas de la famille, eh bien, pourrait s'isoler avec ce monsieur dans la maison, on va dire, parce qu'il y a deux chomrim. La mère et la fille sont deux chomrim, étant donné que chacune garde l'autre. Donc, ces deux personnes où on n'a pas de crainte, comme elles prennent le même dîme que deux enfants, on a dit, de 5-6 ans, on a dit. Et puis, dans ce cas-là, on a deux chambres, ça marche. Même la nuit, ça pourrait marcher, deux chambres, nous avons dit. N'oubliez pas, hein, que je ne l'ai pas rappelé au début sur les âges. Hein, l'âge du Yihoud est difficile. Hein, une petite fille de 4, 5, 6, 7, 8, 9 avec un garçon qui est déjà bar mitzvah plus de 13 ans, c'est interdit déjà. Une petite fille comme ça, c'est interdit. Donc, babysitting, hein, le cousin qui a 15-16 ans qui garde la petite cousine de 7 ans, c'est ou même de 4 ans. J'avais donné comme exception que lorsque les deux, le garçon et la fille, sont les deux moins que bar mitzvah. Si un des deux est bar mitzvah et l'autre non, c'est interdit. Une fille de 14 ans avec un garçon de 9 ans, c'est interdit. Parce qu'elle, elle est déjà bat mitzvah. Un garçon de 13 ans et demi avec une fille de 6-7 ans, c'est interdit parce que lui est bar mitzvah. Mais si les deux sont moins que bar mitzvah, la fille elle a 10 ans, le garçon il a 11 ans, c'est moutard. Encore une fois, c'est discussion des poskim, mais on peut être méquillant. Ça, c'est très très pratique, hein, parce que souvent les cousins, cousines jouent ensemble. Très très difficile de leur dire attention, il y a Yihoud, il y a Yihoud, il y a Yihoud. Donc, si vous vérifiez que les deux, toutes les personnes qui s'isolent, les cousins, cousines qui s'isolent, et elles ont moins de l'âge de bar mitzvah, c'est moutard. C'est permis. Allez-y, autre question, et sinon, on passe à autre chose. Le héter d'une mère et de sa fille, ça marche, je sais pas, ça marcherait entre deux sœurs, par exemple, avec deux sœurs? Non, c'est pas pareil. Ah bon. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est curieux. Hein. Encore une fois, je ne veux pas rentrer dans les sphores. Réfléchissez. Bref, non mais bon, ça marcherait pas non plus entre une petite fille et sa grand-mère, par exemple? Oui, la grand-mère sera makpida sur le zoo de sa petite fille. Oui. Et quel mistaber, réfléchissez, oui, c'est mistaber.
Ouais. Et la belle-mère, par exemple, avec sa belle-fille. Alors, bon, Pardon, hein, mais bon, vous, donnez vous, des terribles, on va aller jusqu'au bout. vous m'obligez à dire, vous m'obligez à dire des choses que je n'avais pas envie de dire, mais bon. Toraï, Vélilmod, Anetzarier. Alors, malheureusement, la Torah prévoit des cas de personnes qui se détestent. Ça existe malheureusement, c'est horrible, mais c'est comme ça. Une femme mariée et sa belle-mère, malgré le fait qu'elle cède, et la belle-mère adore sa belle-fille, la belle-fille adore sa belle-mère, non, mais dans la chorma de nos sages, il y a une espèce de concurrence naturelle entre elles qui fait que elles sont sonotes, elles ont une espèce de sina. C'est horrible à dire, mais c'est comme ça marqué. Ou bien de Yébamot, deux femmes de la même personne. Bon, de nos jours, ça n'existe plus, mais c'est déteste. Ça veut dire que le yichoud avec une femme, comme j'ai dit, le yichoud avec la mère et la fille, c'est permis. Avec la belle-mère et la belle-fille, c'est permis aussi. Mais pour une autre raison, ça n'a rien à voir. La première, c'est parce que chacune est makpid sur le zout de l'autre. Là, ce n'est pas du tout ça, c'est parce que comme elles ont un certain niveau, on va dire, du contraire de l'amour l'un pour l'autre. Donc, s'il y en a un qui fait une bêtise, l'autre elle va rapporter, elle va capter. Voilà, c'est des sonotes. Donc, c'est ce qui les atteint. Dans belle-mère belle-fille, c'est le cas classique. C'est marqué aussi une fille et l'autre belle-mère, ce qu'on appelle belle-mère en français. Une fille est la deuxième épouse de son père. Ça s'appelle aussi la mère-mère, la marâtre, on dit parfois. Ça aussi, on dit qu'elle se déteste parce que la fille, quelque part, cette dame-là a pris son papa. Elle avait son papa elle toute seule, la maman est décédée, et donc le mari se remarie. Donc ces deux femmes-là peuvent s'isoler. Voilà, effectivement, voilà, c'est les terres de Yichoud avec deux femmes qui ont une sina comme ça. Autre question? Est-ce qu'il y a aussi la belle-sœur? Il me semble qu'il y avait la belle-sœur aussi, non? Une dame et sa belle-sœur, non. C'est pas marqué qu'elles se détestent, non. En fait, Non, vous comprenez pas. Non, pas pour se détester, pour le Répétez la question, je n'ai pas yichoud. entendu la question. Répétez la question, madame. Il me semblait avoir lu quelque part qu'une femme et sa belle-sœur, ça cassait le yichoud. Je connais la belle-mère. D'accord. Merci, La Rav. belle-mère. La belle-mère. Je jetterai un coup d'œil si vous voulez, mais c'est marqué la belle-mère. Je vais voir si peut-être d'après certains possibles, peut-être, mais pas à ma connaissance. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vérifierai ça, je vous le dirai. Ta chaîne. Autre question? Pas de question. Alors, Rav, est-ce que je peux prendre l'ascenseur avec une dame? Écoutez, Tout seul avec une dame. Ouais, on considère que l'ascenseur, le temps est tellement court que c'est moins que le shiur. Mais il faut bien comprendre, hein, vous savez que il n'y a pas de shiur dans l'interdiction. Même très peu de temps s'interdit. Hein. Au pire, vous savez, le principe qui dit que Khatishur Asur Minatora. On n'a pas le droit de manger du chazir, mais pour prendre Malkout, pour prendre la punition, il faut manger un kazaï de chazir. Oui. Mais si on en mange moins, hein, on tient à la halakha, que c'est quand même interdit la Torah. On ne prendra pas Malkout, on ne prendra pas la punition, le honesh de la Torah, mais c'est interdit. Pareil aussi, donc s'isoler même pour très peu de temps, ça peut être le début de quelque chose, donc c'est interdit. Bon. Mais en l'occurrence, l'ascenseur, c'est quelque chose que dans très peu de temps, ça va s'ouvrir. Donc c'est un petit peu comme pétarpatoire, c'est un peu comme le éther à tout moment, quelqu'un peut venir, vous voyez. Donc, dans l'immense majorité des cas, on permet, quoi. Maintenant, je peux imaginer, j'en sais rien, si dans nos régions, ça n'existe pas, un ascenseur, on va rester un quart d'heure, il ne faut pas que ça existe. Mais si ça existait, bon, on va se poser la question. Mais des ascenseurs qu'on fréquente, nous, non, il n'y a pas un problème. Bon, je connais des hommes qui ne veulent jamais rentrer dans l'ascenseur avec une femme pour d'autres raisons, parce qu'on se voit, parce que c'est pas bien, parce que bon, je ne rentre pas dans lien de tsniout. Mais Yichoud, non, il n'y a pas Yichoud. Même s'il y a le risque qu'il se bloque, j'en sais rien. Même voilà, si ça, faible on risque. Voilà, ça, on ne dit pas. Ça, on ne dit pas. On n'est pas à recherche
une fois ça arrive, la question que vous pouvez demander, on est rentré dans l'ascenseur, c'est permis. Maintenant, ça se bloque. Qu'est-ce qu'on fait? Alors ça, effectivement, on peut se demander. Là, ou bien on avait laissé le pétard patois. Voilà, vous voulez faire un scénario, alors on va faire un petit film. Là. Vous avez laissé la porte ouverte, il y a des gens qui passent devant. Donc on est pourvu. Tout à coup, le vent a fermé la porte. Boum. Et il y a le loquet qui a tout fermé. Personne ne peut rentrer. OK, alors il faut courir et trouver la solution. Il faut appuyer sur le bouton. Et puis sinon, si on est bloqué, ben, on dit Anus Rahman Patre. On est en cas de force majeure, qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai envie de vous dire la chose suivante, puisque vous posez ces questions. Imaginez, je suis en train de rentrer chez moi, je passe dans la forêt par ici, c'est noir absolu, il n'y a aucune voiture qui passe, et je vois une jeune fille qui me fait signe comme ça dans la rue. J'approche, on va dire sur la route. Hein. Elle me fait signe, je reconnais un visage d'une fille de Trifka, une fille Sniou Teto. Elle était en voiture, la voiture, elle a un pépin, elle est sur la route. Bon. Ça, c'est une vraie chéla, quoi. C'est une vraie chéla. J'ai envie de dire que, encore une fois, ça va dépendre des circonstances et de quel endroit c'est, etc. Mais laisser une jeune fille la nuit dans la forêt toute seule, ça touche la sakana. Donc, on ne peut pas la laisser, il faut la prendre. Je pense qu'il ne faut pas. Sur ça, on dit qu'il ne faut pas être rachichoté. Vous savez, le rachichoté, c'est celui qui voit une fille se noyer, il ne veut pas lui prendre la main pour la sauver parce qu'il ne veut pas lui toucher la main. C'est rachichoté. Sakana, on la prend, on l'emmène chez elle, c'est tout. Après, on fera tchouva du fait qu'on a été en Yéhoud. On comprendra pourquoi Dieu nous a mis dans cette situation. On a sauvé un effet, c'est évident. Vous voyez, c'est cas exceptionnel. Autre question? Excusez-moi, j'ai encore une question. Il y a quelque chose que vous avez dit qui m'a interpellé. Vous avez dit qu'il n'y a pas de chiour dans le temps pour se retrouver en situation de Yéhoud. Oui, c'est pas marqué un chiour. Dans l'absolu, c'est toujours un sourd. Alors, est-ce que ça veut dire que. Il y a des pilpoulines sur ça. Est-ce que c'est chiour bia? Et bon, une bia, il faut quand même un temps minimal. On dit pas 5 minutes. Bon, mais c'est pas évident qu'il faille un temps minimal. Hein. C'est pas évident. C'est vraiment un gros etc. Ça peut prendre vraiment quelques secondes. Oui. Ah, parce que voilà, c'est dans un mariage, par exemple, pour dire qu'ils sont. Interpellé. Ouais. Non, je disais dans un mariage, par exemple. Si vous voyez un peu les faits divers dans le monde, tout est possible. Hein. Ça, je vous garantis. Tout est possible. Malheureusement. Tout se sait maintenant, tout se dévoile. Des choses. En quelques secondes, on voit des gens qui ont vous violé, vous séduire en 2 secondes. La séduction s'est passée à table par un petit sourire et puis hop, on s'isole 2 secondes et puis ça y est. Tout est imaginable. Voilà. C'est bon? Écoutez, si c'est bon, si vous avez des questions, écrivez-les. Et vous laissez un message ou bien vous posez la semaine prochaine. Alors, puis on continue comme ça, c'est plus time share. Écoutez, si vous avez un peu de patience, il est la demi, mais bon, j'ai encore quelques minutes. Je voudrais vous introduire par des exemples concrets la mlacha de Borer. Gérard, est-ce que je continue quelques minutes? Qu'est-ce que vous dites? C'est vous le patron? L'antenne est libre pour vous. On peut? Jusqu'à 1h, 2h du matin, c'est bon. Ah, alors c'est bon. Non, dans un quart d'heure, il y a Maariv, donc je ne pourrai pas. Alors écoutez, je vais vous apporter quelques à la fois. La semaine prochaine, bien sûr, je vais partir à zéro. Quels sont les toldot, quels sont des derrière Achila. On va donner les principes, les grands principes. Mais j'ai voulu écrire un petit peu avant, j'ai eu un petit peu de temps cet après-midi. J'ai écrit quelques cas concrets que vraiment on peut passer à côté quand on n'est pas au courant de ces halachot. La melacha de Borer, comme j'ai expliqué déjà plusieurs fois, c'est une fois que les grains sont mélangés avec de la pierre ou des morceaux de bois, des saletés, j'enlève tout ça, c'est Borer. Maintenant, pour que l'interdiction de Borer s'applique, Borer, c'est de trier, hein, c'est bien clair pour tout le monde. Trier, c'est interdit. Et même trier, faire des paquets indépendants
dont chaque paquet est tout à fait comestible, utilisable, mais le fait même de faire des paquets, j'ai des boules, on va dire des boules de couleurs différentes, mais les rouges, les bleues, les vertes, les blanches. Il n'y a pas de psolète, il n'y a pas d'ochet, il n'y a pas de bon et de mauvais ici, comme la pierre que j'enlève des grains. Mais le fait même que je fasse des paquets différents, c'est déjà boré. Ce qui veut dire que, imaginons que j'ai pris tout le linge qui est sorti de la sécheuse, et puis je commence à trier mon linge, je mets les tricots avec les tricots, les slips avec les slips, les chaussettes avec les chaussettes, les bas avec les bas, ainsi de suite. Donc, j'ai fait des paquets de choses différentes que je vais utiliser. Je ne vais rien jeter, tout est dans... Le fait de faire des paquets, c'est interdit. Donc, la conséquence de ça, c'est alors à partir de quand? Je n'ai pas le droit de prendre des habits pour m'habiller? Oui. Oui, je peux prendre des habits pour m'habiller. Parce que lorsque je prends des habits pour m'habiller, je réponds aux 3 conditions nécessaires et suffisantes pour que l'acte que je fais soit déguisé en un acte permis. Tout simple. Tout est mélangé, je cherche un tricot. Je cherche un tricot. Il peut arriver que du premier coup d'œil, je ne vois pas de tricot. Donc, pour trouver un tricot, je suis obligé de pousser ce qu'il y a dessus, je cherche, je trifouille, je fouille. Cela s'appelle dans la chaîne des poskim, derech chipous. Je cherche. Donc, bien qu'en poussant tout ce qui ne m'intéresse pas, j'ai l'impression d'enlever le mauvais, l'obsolète. Donc, j'ai l'impression que c'est du tri. Eh bien non, ce n'est pas du tri. Ce n'est pas du tri parce que je suis en train de trier maintenant. Je suis en train de pousser un tas de choses qui ne m'intéressent pas. Je les pousse, je les mets de côté. À partir de quand commence le tri? C'est lorsque j'aurai découvert le tricot qui me manquait, dont j'avais besoin. À ce moment-là, je prends le tricot, là, je trie. Je suis en train de le séparer du reste. Question maintenant, le tri commence. La melacha de borer commence. Est-ce que j'ai le droit de prendre ce tricot? Réponse, si l'acte que je fais répond à 3 conditions, 3 paramètres, on a déjà parlé de ça plusieurs fois, ça sera interprété comme un acte de, on va dire, ce qu'on appelle achila, que je suis en train de m'habiller, voilà, je m'habille. Je mange, je m'habille, mais ce n'est pas du tri. Quelles sont les conditions? Si je prends le tricot, d'abord avec la main, il n'y a pas d'instrument de tri ici. Deuxièmement, je prends le tricot pour le mettre. Donc, je ne fais pas. Le but, ce n'est pas d'avoir 2 paquets. Ce n'est pas d'avoir mes grains de céréales séparés des pierres que je vais mettre à la poubelle. Le but, c'est que je prends. Je suis en train de prendre. Mes grains, ils sont mélangés avec les pierres. Je prends des grains, je vais les manger. Donc, j'ai pris quelque chose qui m'intéresse, je laisse ce qui ne m'intéresse pas. Je l'ai pris avec la main et, alors là, le point important, je le fais pour l'utiliser. Je le prends non pas pour le séparer du reste, mais pour l'utiliser. Mon but, c'est d'utiliser. Donc, ça sera moutard, permis, si je l'utilise. Et quand je l'utilise. Si je le mets de côté pour l'utiliser demain, c'est complètement interdit. Pour que l'acte soit considéré comme un acte qui ne soit pas un acte de borer, il faut l'utiliser tout de suite. Et tout de suite égale ce qu'on appelle samour, la achila. Samour, c'est une demi-heure avant la consommation, l'utilisation. En 2 mots, si vous avez un tas d'habits qu'on a sortis de la sécheuse, on a le droit d'enlever tout ce qui ne nous intéresse pas, on ne le trouve pas encore, on est mechapes c'est moutard. Dès qu'on trouve l'objet, on le prend lui directement et on s'en revêt dans la demi-heure. Ce qui veut dire qu'une personne qui ferait ça vendredi soir, dans le but de s'habiller Shabbat matin, il a pris le bon du mauvais, il a pris les tricots, ce qui l'intéressait, la chemise, les tricots, les chaussettes dont il va se revêtir le lendemain. Il a fait avec la main, genre 2 conditions, mais il ne le fait pas pour le mettre le soir, pour le repas du soir, il le fait pour le mettre le lendemain. Il manque la condition de samour, et donc ça s'appelle trier, c'est complètement interdit. Voilà, ça c'est un exemple autour duquel tournent tous les
concept de Borer. En plus, c'est interdit s'il manque une condition parce que les éléments étaient mélangés. Comme j'ai dit, on sort de la sécheuse, tout est mélangé. Quand les habits, ou on verra après, les livres, ou d'autres objets ne sont pas considérés halachiquement comme mélangés, en hébreu, me'uravim, il n'y a pas l'interdiction de trier. Quand des objets ne sont pas me'urav, le cas le plus pachout, le plus simple, que tout le monde peut comprendre, les choses ne sont pas mélangées, imaginez que vous voulez trier, imaginons, vous avez des pommes, des mandarines sur la table. Vous voulez mettre les pommes avec les pommes dans un panier, les mandarines tout seuls. Imaginons que chaque pomme et chaque mandarine se trouvent chacun de l'autre, l'un de l'autre à 20 cm, éparpillés sur la table. Alors, il dit, oh, je fais un paquet de mandarines, un paquet de pommes. Pas du tout. Il est interdit de faire des paquets de pommes et des paquets de mandarines si auparavant ils étaient mélangés, me'uravim. S'ils étaient, comme je vous dis, à 20 cm, je prends des cas bien forts hein, pour faire, je devrais discuter combien de centimètres il faut pour considérer ça comme me'urav, comme mélangé. Mais quand ils ne sont pas me'uravim, ils ne sont pas mélangés, il n'y a pas Borer. Qu'est-ce que l'on appelle me'urav? Ça aussi, ça demande une grande réflexion et on aura longuement l'occasion d'en parler. Je vais vous apporter quelques exemples très intéressants. Vous avez un cintre. Sur le cintre, il y a une chemise, un pull, la veste, le surtout et le manteau. Allez, les uns sur les autres. Apparemment, si j'ai besoin du tricot qui est en dessous, ou bien de la veste qui est en dessous du surtout, ou bien du pull qui est en dessous de la veste, le fait d'enlever le surtout ou la veste qui est par-dessus, j'enlève le mauvais, entre guillemets, j'en ai pas besoin du tout maintenant. J'enlève ce qui n'est pas bon pour prendre ce qu'on appelle bon, la chose dont j'ai besoin maintenant. C'est interdit. J'enlève le mauvais. Je le fais certes avec la main, je veux mettre mon tricot tout de suite, mais c'est interdit parce que je suis en train d'enlever le mauvais. Entendez-moi, hein, ça n'a plus d'engagement sur du mauvais. On appelle obsolète, ça veut dire la chose dont je n'ai pas besoin maintenant. Eh bien non, c'est permis. Pourquoi c'est permis? C'est permis tout simplement parce que le surtout sur la veste sur le pull sur la chemise sur le tricot, comme ils sont bien classés les uns sur les autres, sur le cintre, ils ne sont pas considérés comme me'uravim, à l'image des mandarines et des pommes dont je vais parler, qui sont à 20 cm l'un de l'autre. Comme ils ne sont pas mélangés, il n'y a pas Borer. Extrêmement intéressant comme enfant. Ceci est vrai, je vous donne plusieurs exemples. Quand vous avez dans votre armoire des cintres les uns à côté des autres, très très souvent, quand on en pousse certains, on cherche quelque chose, on pousse certains pour chercher la veste ou la chemise qui est accrochée. Donc on est en train de pousser ce qui ne nous intéresse pas, pour arriver à ce qui nous intéresse. Ce n'est pas du tout interdit. Parce que des cintres posés les uns à côté des autres ne sont pas considérés comme me'uravim. On va définir, c'est un concept délicat. On va considérer comme me'uravim. Des livres dont on reconnaît, on lit la tranche, où il y a des écritures sur la tranche, donc ils sont reconnaissables du premier coup d'œil, il n'est pas interdit de les prendre, de les ranger dans la bibliothèque. Si on ne voit pas la tranche, si on ne sait pas tout est mélangé, ils sont les uns sur les autres, alors là, il y a un problème. Voilà donc le concept que je vais vous dire, que je vais vous rappeler rapidement. Donc, c'est les 3 paramètres pour permettre l'acte que je fais de Borer et l'interpréter comme un acte qui n'est pas un acte de tri de Borer. Et puis ce concept qui est récurrent, hein, que l'on voit extrêmement souvent, que des éléments ne sont pas mélangés les uns avec les autres, et quand ils ne sont pas mélangés, eh bien, il n'y a pas interdiction de Borer. Je vais finir avec une à la fin amusante. Imaginez que vous êtes très très pressé et vous devez mettre une table où il y a 20 invités. 20 invités. Alors, on vous demande, on reviendra dessus, ne vous inquiétez pas, c'est très fréquent. Allez, prépare la table, ça veut dire tout est mélangé, couteau, fourchette, cuillère pour un, couteau, fourchette pour 2, 3, pour 20 personnes. Vous êtes en train de trier, vous faites des groupes de 3 comme ça, c'est interdit. J'ai dit, j'ai pas le temps.
Comment je vais faire? Les gens viennent dans la demi-heure. Excusez-moi. Si les gens vont venir peut-être dans 2 ans, on ne sait pas quand ils viennent. Donc, ce que je fais maintenant, ce n'est pas Samour la Saouda. Ce n'est pas proche de la Saouda. Je fais ça le matin pour l'après-midi ou pour le midi. Et je suis en train de trier, de faire des groupes de 3. Mettre la table 1 heure avant le repas. Ce que j'appelle mettre la table, ça veut dire que tous les ustensiles ont été lavés vendredi, après le repas du vendredi soir. Et vous allez mettre maintenant pour le Shabbat midi. Eh bien, vous êtes en train de trier si vous mettez à la place de chacun des invités. Interdit. Alors, je dis qu'il y a une halakha amusante. Quelqu'un qui serait dégourdi, il dit, mais moi j'ai appris que s'il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de tri. Et oui, c'est vrai. Mais ils sont mélangés, vos couverts, là. Couteau, fourchette, cuillère, tout est mélangé. Alors, le petit rusé, il me dit, le petit fif, le petit malin, il dit, moi, qu'à cela ne tienne. Allez, monsieur le rabbin, il me prend tous les ustensiles et il jette tout ça par terre ou sur la table, on va dire par terre, c'est sale. Il jette tout ça sur la table et les fourchettes, couteaux, sont tous séparés les uns des autres. S'ils sont tous séparés à une distance sensible l'un des autres, ils ne sont effectivement plus considérés comme Mouravim. Il y a une Gemara sur ça, dans le Shabbat. Ça s'appelle casser la tarovette, briser la tarovette, briser les mélanges. S'il n'y a plus de mélange, il n'y a plus de tri. J'ai dit, bravo, tu as une bonne idée, tu as tout projeté sur la table, donc il n'y a plus de mélange. Tu peux prendre maintenant fourchette, couteau, cuillère pour chacun des invités et préparer ta table, même qu'elle va être utilisée plusieurs heures après. Voilà, tout ça pour vous donner envie de comprendre tous les yesodot de Borer. C'est vraiment c'est du quotidien shabbatique, c'est hebdomadaire, on va dire. C'est vraiment très, très frais. Voilà, je ne vais pas vous dire s'il y a des questions parce qu'on m'appelle pour Arvit. Je vais vous souhaiter à tous un Erev Tov, une semaine chassidique, une semaine de Simcha. Et à lundi prochain, Bezat Hashem. Bezat Hashem, on continuera donc cette halakha de Borer. Ok. Bonsoir. S'il y a une question brûlante, allez, on y répond vite fait. Pour ranger des livres dans la synagogue, pour faire un petit peu de rangement, même si le rabbin... on en parlera la semaine prochaine, mais si les livres sont mélangés comme ça dans un tas, il n'y a pas trop le choix. Il faudra prendre chaque livre, lire un mot au moins dedans et le ranger. Mais si vous le rangez comme ça, étant donné que c'est mélangé, c'est assaut. Merci. Très, très problématique. On viendra sur cette halakha. On va revenir avec les solutions. Bezat Hashem. Voilà. Kol Tov. Ok. Kol Tov. Erev Tov. Bonne semaine de Torah, de Avodah, Hashem et de travail dans Torah Hashem. Kol Tov, Kol Tov.